Bienvenue dans le podcast Dans ton ventre. Si tu as des ballonnements, des troubles du transit, des douleurs au ventre ou d'autres maux digestifs qui t'empêchent de croquer la vie à pleines dents, tu es au bon endroit. Je suis Clémence, naturopathe et passionnée par ce qui se passe dans notre ventre, notre fameux deuxième cerveau, doté de super pouvoirs. Tu les découvriras dans ce podcast. Chaque semaine, je te livrerai mes meilleurs conseils et astuces pour prendre soin de ton ventre. Je te partagerai aussi des retours d'expérience pour t'inspirer et je m'attaquerai à certaines idées reçues en vogue sur les réseaux. Le but, que tu fasses la paix avec ton ventre. Alors, prête pour ce voyage dans ton ventre ? Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver pour te parler d'un sujet dont je crois que tout le monde a déjà été concerné au moins une fois. Aujourd'hui, je te parle des ballonnements. Les ballonnements, on en a tous eu, ne serait-ce qu'après un repas un peu trop copieux au restaurant ou après avoir mangé un fruit pas mûr, ou alors peut-être que tu es sujette à des ballonnements de manière régulière, de manière constante et tu en as marre. Ce que je peux comprendre parce que les ballonnements, au-delà d'être pas très esthétiques, plutôt embêtants, en fait c'est vraiment gênant, surtout s'ils sont importants, s'ils arrivent juste après manger. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les causes des ballonnements. On verra quels sont les compléments qui sont intéressants contre les ballonnements. Je te parlerai aussi des conseils qui permettent de limiter les ballonnements. Et à la fin, je répondrai à quelques questions qu'on m'a posées sur les ballonnements, notamment est-ce que ça vaut le coup de faire une cure détox pour les ballonnements ? Est-ce qu'il faut éviter de manger les fruits en fin de repas, etc. Donc à la fin, il y aura quelques questions qui te permettront, je pense, de t'éclairer par rapport à ces fameux ballonnements qui peuvent vraiment être embêtants. Donc pour commencer, je voulais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ballonnes. En fait, les ballonnements, ça montre qu'il y a trop de gaz dans ton intestin. Alors, en fait, c'est normal de produire des gaz. Les bactéries qui sont présentes plus au niveau de notre côlon, donc dans le gros intestin, fabriquent des gaz. Mais ce qui est anormal, c'est lorsque les gaz ne vont pas être éliminés ou alors il y a une trop grosse quantité de gaz qui est produite et ça vient gonfler la paroi intestinale. Ça fait comme un ballon de baudruche en gros et après donc ça crée ces fameux ballonnements, donc ce qu'on observe à l'œil nu, le ventre qui gonfle notamment. Après, avec les ballonnements, il peut y avoir d'autres signes, mais là, je vais vraiment me concentrer sur les ballonnements. Mais tu peux aussi avoir des douleurs intestinales, sentir que la digestion est lente, tu peux avoir des reflux acides aussi, selon la cause des ballonnements. Et aussi, en général, les ballonnements, ils mettent un peu de temps à apparaître parce qu'ils vont être plutôt produits dans le gros intestin. Donc, tu sais, le gros intestin, c'est la partie qui est située après l'intestin grêle, qui encadre ton ventre, si on veut. Donc, c'est le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Et c'est là où on a beaucoup de bactéries. Donc c'est en général à cet endroit-là que ça fermente. Mais dans des cas comme le SIBO, donc quand on a une prolifération anormale de bactéries dans l'intestin grêle, en fait, un des signes qui est, on ne peut pas dire qu'il est spécifique, mais en tout cas qui est vraiment parlant pour ce trouble, ça va être l'apparence de ballonnement juste après manger. Vraiment, tu prends ton repas et dans les minutes qui suivent, tu commences à gonfler, tu commences à sentir qu'il se passe un truc et que tu as du mal à digérer, ça c'est vraiment le signe du SIBO. Parce que normalement, les ballonnements plus fréquents, ils arrivent un peu de temps après manger, ils n'arrivent pas tout de suite après manger. Et d'ailleurs, les personnes qui ont un SIBO, elles vont souvent se plaindre d'avoir le ventre d'une femme enceinte ou d'avoir comme une usine à gaz. C'est vraiment, en fait, on voit qu'il y a des gaz qui sont produits. Ça peut faire du bruit aussi, puis il peut avoir des paix, mais au-delà de ça, on peut avoir des bruits, des gargouillis, des choses qui se passent au niveau du ventre. Donc clairement, en général, dans le SIBO, on a ça. Donc voilà un peu pour te planter le décor des ballonnements. Maintenant, je vais te parler un peu des causes des ballonnements. Les causes, elles sont assez nombreuses finalement. Alors déjà de base, on va dire, lorsqu'on regarde l'hygiène de vie, les ballonnements, ça peut être dû au fait de manger trop vite, de pas assez mastiquer, de manger en étant stressé ou contrarié. En fait, quand tu manges trop vite, les dents ne vont pas faire leur travail de vraiment mâcher les aliments. Donc les aliments arrivent au niveau de l'estomac, sauf que l'estomac n'a pas de dents. Je pense que ça, tu es au courant. Donc en fait, il va avoir du mal à découper, même si ça brasse tout ça, il va avoir du mal à découper les aliments. Donc les aliments arrivent
un peu trop gros au niveau de l'intestin grêle. En fait, les enzymes, donc les petits ciseaux qui doivent venir normalement découper les nutriments, là c'est plus compliqué parce que les morceaux sont trop gros, donc ça va être coupé, digéré à moitié, mais pas complètement. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça arrive, au lieu d'être absorbé au niveau de l'intestin grêle, ça va jusqu'au côlon, jusqu'au gros intestin, et dans ces cas-là, ça vient fermenter au niveau des bactéries. Lorsqu'on mange en étant stressé, contrarié, ton corps il n'est pas prêt à recevoir des aliments, donc il va être beaucoup moins efficace dans la digestion des aliments. Donc là, même problème, les aliments ils sont pas bien digérés, il y a des trop gros morceaux d'aliments qui auraient dû être absorbés au niveau de l'intestin grêle qui arrivent dans le côlon, et là les bactéries elles sont trop contentes, ça leur fait de la nourriture, sauf qu'en fait pour toi c'est pas bien, enfin c'est pas très confortable parce que ça produit des gaz et des ballonnements. La constipation elle peut aussi entraîner des ballonnements parce qu'on a les selles qui stagnent, qui sont pas assez rapidement éliminés, donc pareil, ça crée un peu des réactions au niveau des bactéries, donc ça crée des gaz. Tout ce qui est intolérance alimentaire, donc par exemple si on prend le cas du lactose, le lactose, pour rappel, c'est un sucre. Le sucre, on ne peut pas être allergique au sucre, donc déjà on ne peut pas être allergique au lactose, on est intolérant parce que ça veut dire qu'on n'a pas la lactase, l'enzyme qui vient couper en deux le lactose qui est en fait une molécule de glucose attachée à une molécule de galactose. Donc lorsque ça arrive au niveau de notre lumière intestinale, c'est-à-dire là où on a les aliments qui passent, avant d'être absorbés dans nos cellules et pour passer ensuite dans notre sang, on doit décomposer en fait. Donc la lactase, son rôle c'est de décomposer le lactose en galactose et en glucose, et une fois que c'est décomposé, le galactose et le glucose sont plus petits et ont des transporteurs, donc ils peuvent passer notre barrière intestinale et arriver dans notre sang pour venir nourrir nos cellules. Le problème dans une intolérance au lactose, ça veut dire qu'on n'a pas cette lactase ou pas en nombre assez grand. Donc des fois, on va manger un produit laitier, ça va passer, mais si on mange un autre produit laitier dans la journée, ça va être problématique. En fait, lorsque on n'a pas assez de lactase ou qu'on n'a pas de lactase du tout, les sucres, au lieu d'être digérés et de passer dans notre sang, ils vont rester dans le tube digestif et pareil, ça va fermenter au niveau bactérien et créer des ballonnements. Tout ce qui est aussi intolérance au FODMAP, donc aux fibres qui sont fermentescibles et qui sont dans beaucoup de légumes et de fruits, tout ce qui est intolérance au sulfite, tout ce qui est intolérance au gluten, etc. Ça, c'est vraiment pourvoyeur de ballonnements. On a l'hypothyroïdie aussi qui peut donner des ballonnements parce qu'on vient ralentir la digestion, donc ça vient jouer au niveau de l'avancée des aliments dans le tube digestif, et pareil, quand c'est trop lent, ça vient fermenter, en tout cas ça augmente le risque de fermenter au niveau des bactéries, et en général on retrouve des gaz. On retrouve ça aussi dans le syndrome de l'intestin irritable, parce que dans le syndrome de l'intestin irritable, on a quand même la fonction du tube digestif qui n'est pas optimale. Donc pareil, en général, on a des problèmes dans la contraction du tube digestif pour faire avancer les selles, parce qu'on retrouve souvent de la diarrhée, de la constipation et ou une alternance des deux, souvent des douleurs abdominales et des ballonnements. On a aussi tout ce qui est dysbiose intestinale, donc comme là je vous parle beaucoup des bactéries depuis le début, donc lorsqu'on va avoir un déséquilibre au niveau de cette population bactérienne, même si c'est au niveau du côlon, donc là où normalement il y a des bactéries, on peut avoir un manque de bactéries amies, des bactéries pathogènes qui vont s'installer et qui peuvent créer aussi un déséquilibre et des ballonnements. La candidose aussi, ça peut créer des ballonnements. On a aussi des ballonnements dans les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. En fait, tout ce qui va avoir un impact au niveau de la paroi intestinale et du microbiote, parce que tout est lié. Le microbiote, il est vraiment, même s'il n'est pas en contact direct avec nos cellules de la paroi, donc il sépare la lumière intestinale de notre milieu intérieur. Donc la lumière intestinale, c'est vraiment là où passe le bol digestif et où passe beaucoup de pathogènes d'ailleurs. Donc là, les bactéries, elles sont directement en contact. Entre cette lumière extérieure et notre milieu intérieur, on a le mucus qui protège et les bactéries. Si on a une inflammation au niveau de la paroi, ce qui est le cas dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique, forcément ça aura une incidence sur l'équilibre du microbiote. Et ça va créer des ballonnements aussi. Ok, bon, il y a beaucoup de causes. Là, je vous ai cité un peu, on va dire, les principales causes. Il y en a d'autres. Mais à retenir que lorsqu'on ballonne, c'est pas juste en prenant un complément alimentaire qu'on va résoudre ça. Mis à part si c'est vraiment dans un contexte très précis. Par exemple, si c'est une intolérance au lactose qui vous crée les ballonnements. À ce compte-là, les jours où vous mangez du lactose, vous prenez de la lactase en complément alimentaire, ça existe. Ça vous permet de mieux tolérer ce que vous mangez et d'éviter les ballonnements. Donc là, on va voir les compléments alimentaires qui sont efficaces pour calmer les ballonnements, mais je vous le répète, ça ne va pas prendre en charge la cause, donc toujours s'occuper de la cause en parallèle de la prise en charge du symptôme.
Alors, ce qui marche bien, ça va être le charbon activé. Le charbon activé, alors plutôt en poudre, parce que là, il est plus concentré. En gélule, c'est plus pratique à prendre, mais il faut souvent en prendre quelques-unes quand même pour avoir une dose importante, enfin efficace en tout cas. Ça marche très bien pour les ballonnements. Attention parce que ça a une tendance à constiper. Et aussi, c'est tellement efficace, ça absorbe tellement les toxines que ça peut venir annuler l'effet d'un médicament. Donc toujours prendre à distance des médicaments et même des compléments alimentaires. On attend en général 4 heures entre la prise de compléments alimentaires et de médicaments, lorsqu'on prend du charbon activé. Ensuite, ce qui est bien lorsqu'on a des problèmes de ballonnement, c'est de prendre des plantes qui vont faciliter la digestion. Donc on a la sauge, la menthe, la mélisse, ça on peut les prendre en tisane. Ça existe aussi sous mélange d'huile essentielle, mais ça, toujours faire attention de ne pas en prendre trop longtemps parce que ça peut avoir un impact au niveau du foie. Parce que pour rappel, les huiles essentielles, c'est très très riche en principes actifs et ça demande un gros travail de détoxification au niveau du foie. Donc il ne faut pas en abuser. Vous pouvez en prendre une semaine à des doses, enfin il faut respecter ce qui est écrit sur l'emballage, mais il ne faut pas trop en prendre et trop longtemps. On a aussi des plantes comme tout ce qui est anisé qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc par exemple les graines de fenouil ou l'anis étoilé qu'on peut. Donc les graines de fenouil on les mâche, l'anis étoilé on la met dans une tisane. On a aussi les plantes amères comme la gentiane, c'est très intéressant, ça peut être pris en teinture mère. Après il y a des élixirs un peu digestifs qui existent mais souvent ils sont alcoolisés. Mais sinon en teinture mère il y a un peu d'alcool parce que c'est le principe de la teinture mère d'extraire les principes actifs grâce à l'alcool. Mais là c'est petite dose donc c'est intéressant. Ensuite, on a tout ce qui est bourgeon. La gémothérapie, j'aime beaucoup. Le bourgeon de figuier qui est hyper intéressant par rapport au stress. Ça vient aider aussi si vous avez des brûlures au niveau de l'estomac, s'il y a des reflux acides, si vraiment il y a des problèmes au niveau de la sphère haute du tube digestif. Ensuite, on a le bourgeon de noyer qui est hyper intéressant. Alors lui, il vient aider à réguler le transit et il vient aussi aider à réguler la population de bactéries dans notre intestin. On a le bourgeon de romarin, là c'est plus si vous avez des problèmes de foie, si il a tendance à être un peu feignant, vous avez déjà eu des problèmes de foie, vous avez une sensibilité au niveau du foie, c'est super intéressant. Et comme je vous disais aussi, il y a les enzymes. Les enzymes, c'est vraiment une aide qui est importante parce que ça vient aider votre corps à digérer les aliments. Donc ça vient éviter la fermentation qu'on retrouve plus bas au niveau du côlon. Je vous parlais de la lactase qui existe seule, on peut la prendre seule. Et après, souvent, il y a des ensembles d'enzymes parce qu'on ne sait pas forcément, mis à part dans l'intolérance au lactose où c'est très parlant comme symptôme, donc on sait que c'est le lactose qui pose problème. Mais si on ne sait pas trop, ce qui est intéressant, c'est de prendre un ensemble d'enzymes, des enzymes qui sont spécifiques pour les protéines, pour certains sucres, etc. C'est pas mal. Ça, c'est vraiment symptomatique et ça aide, mais on peut le prendre sur du plus long terme. Mais après, le but, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit le corps qui produise les enzymes. Et il y a aussi ce qui est intéressant, c'est la bétaïne HCl. Ça apporte de l'acide chlorhydrique. C'est ce qu'on retrouve au niveau de l'estomac. Et parfois, lorsqu'on en manque, donc par exemple, s'il y a eu prise d'antiacides de manière régulière, s'il y a une hypothyroïdie ou d'autres soucis, ou peut-être aussi une carence en protéines animales, ça peut être intéressant de faire une cure de bétaïne HCl. Là, il faut bien la doser, il ne faut pas aller trop fort non plus. Enfin, voilà. Je vous conseille de vous faire accompagner lorsque vous prenez de la bétaïne HCl. Donc voici les compléments alimentaires qui sont intéressants. Et maintenant, je vais vous partager les conseils qui permettent de réduire les ballonnements. Alors, ça va être d'avoir une bonne mastication. Ça, je vous en parle souvent, mais c'est vraiment le premier geste santé que vous pouvez faire pour votre intestin, pour votre digestion, c'est vraiment la mastication. Il faut aussi limiter les boissons gazeuses, parce que là, comme leur nom l'indique, elles vont apporter du gaz, donc ça peut accentuer les ballonnements. Attention à ne pas boire trop d'eau dans les repas et surtout éviter les grandes tisanes juste après le repas. Pourquoi ? Parce que ça vient diluer vos sucs digestifs, donc ça limite l'action des enzymes, surtout au niveau digestif, au niveau de l'estomac. Donc il faut éviter de trop boire. Si vraiment vous aimez bien boire une tisane en fin de repas, choisissez un peu comme si vous buviez un café, une dose plus petite pour éviter de bloquer la digestion ou en tout cas de la ralentir. Si les crudités vous posent problème, vous pouvez décrudir les aliments. Donc là, ça veut dire qu'on va juste les chauffer un peu. Donc par exemple, on peut les mettre à la vapeur douce pour pas que ce soit trop cuit. Mais là, en fait, c'est comme si c'était un pré-travail pour la digestion. Ça permet de casser un peu les fibres et de pas avoir, voilà, parce que des fois le cru c'est mal toléré, mais après c'est pas normal de pas tolérer le cru, donc ça c'est à travailler en consultation en général parce que seul c'est pas évident. Mais en tout cas voilà, si vraiment là vous ne supportez pas les aliments crus, que ça vous fait vraiment ballonner, vous pouvez les décrudir dans un premier temps. Évitez les jus de fruits parce que les jus de fruits sont très riches en fructose et le fructose c'est aussi un facteur de ballonnement. Pour les fruits, je vous en reparlerai, mais les fruits crus,
pendant le repas, c'est à voir selon la tolérance que vous avez. Si vous sentez que ça vous ballonne pas forcément, vous pouvez en manger en fin de repas. Après, il y a des fruits qui vont être plus facilement digérés en fin de repas, comme la banane parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Tous les fruits exotiques, en général, ils passent bien parce qu'ils ont dans leur chair une enzyme, comme la papaye, comme l'ananas qui a de la bromélaïne, qui permet d'aider à la digestion. L'activité physique douce est intéressante aussi lorsqu'on a des ballonnements parce que ça vient aider à accompagner en fait les contractions au niveau du tube digestif. Donc ça permet d'avoir une action douce au niveau du tube digestif. Vous pouvez aussi vous masser doucement le ventre dans le sens de la digestion, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, ça peut être intéressant aussi. Les respirations abdominales sont très intéressantes parce que des fois on a un peu des adhérences au niveau du tube digestif, ce qui fait qu'il a du mal à bouger, ce qui fait aussi que le bol alimentaire a tendance un peu à stagner. Donc le fait de bouger, de faire du yoga, du pilates, de la marche, de faire des respirations abdominales, c'est super intéressant. Et bien sûr, apprendre à gérer son stress parce que lorsqu'on stresse, on a le tube digestif qui est moins efficace, donc on peut avoir plus de ballonnement. Et pour finir, je voulais répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur mon compte Instagram. Donc déjà, est-ce que la cure détox, elle est utile contre les ballonnements ? La cure détox, on en entend beaucoup parler, surtout en ce moment, parce que c'est un peu le moment de la faire, on va dire. C'est intéressant de la faire au printemps et à l'automne. Ça peut être intéressant pour les ballonnements, parce que, comme je vous dis, les ballonnements, c'est lié quand même à une digestion qui est plutôt ralentie. Et lorsqu'on fait une cure détox, souvent, on vient travailler au niveau du foie. Le foie, il a un rôle à jouer dans la digestion, notamment en sécrétant la bile. La bile, c'est ce qui va être libéré au niveau de l'intestin grêle et qui permet une meilleure digestion, enfin qui permet de digérer les graisses. Et ça vient aussi lubrifier le tube digestif. Parfois, le foie, il peut être un peu plus paresseux, il peut être un peu dysfonctionnel, on va dire, et donc c'est intéressant de venir faire une cure détox pour aider à le booster. C'est pas mal. Et à savoir aussi que la cure détox, en général, on l'accompagne d'une alimentation, on appelle ça hypotoxique en naturopathie, c'est-à-dire une alimentation qui est plus allégée, qui est plus simple, qui n'a plus de perturbateurs au niveau de l'alimentation ou de mélanges qui peuvent venir gêner la digestion. Donc ça peut être bénéfique aussi et vous pouvez ressentir moins de ballonnement. À savoir que c'est toujours intéressant de faire un peu une alimentation de transition quand on change de saison. Donc ça peut être l'occasion aussi, en même temps que la cure détox, d'avoir une alimentation plus légère pendant quelques jours. Et ça pourra avoir un impact bénéfique au niveau des ballonnements. Attention à la cure détox, ça se fait pas n'importe quand, n'importe comment. Je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel de santé pour en savoir plus, surtout si vous prenez des traitements ou si vous avez une pathologie chronique. Et il ne faut pas faire la cure détox si on est trop fatigué. Le corps, il a besoin d'énergie pour faire cette cure détox. Il ne faut pas la faire non plus n'importe comment, ça se fait pas que à base d'artichaut ou de radis noirs. Donc vraiment, je vous conseille de vous renseigner avant de faire ça. À savoir que le desmodium ou le chardon-marie sont des plantes très intéressantes pour booster la fonction du foie tout en ayant une action plutôt douce. Est-ce que les fruits font ballonner ? Alors ça, comme je vous ai dit, en fait, les fruits qui font ballonner, ça va être plutôt des fruits qui vont être très riches en eau et surtout ceux qui sont riches en FODMAP. Donc on a vu, ce sont des fibres qui sont fermentescibles et qui peuvent poser problème lors du SIBO par exemple. Donc là, c'est selon votre tolérance. Je ne peux pas vous dire comme ça, il n'y a pas de liste vraiment de fruits à éviter. En général, on préconise, lorsqu'il y a un peu une sensibilité intestinale, de manger les fruits frais entre les repas pour pas gêner la digestion. Après, si vous supportez les fruits à la fin du repas, vous pouvez les manger. Souvent, on va plutôt préconiser des fruits cuits si vous êtes sensible et si vous sentez que ça vous fait ballonner de manger un fruit. C'est par exemple si vous mangez une pomme en fin de repas et que vous êtes ballonné ensuite, vous pouvez plutôt passer à de la compote. Là, ça évitera de ballonner. Et attention aux jus de fruits, comme je vous ai dit un peu plus tôt, ils sont riches en fructose et ça, c'est clairement difficile à digérer pour votre intestin. Donc ça peut créer des ballonnements. Donc globalement, vraiment faire selon votre ressenti, il n'y a pas de règle absolue à savoir quoi faire avec les fruits. Donc je vous conseille de plus tester un repas où vous ne mangez pas de fruits et un repas où vous mangez un fruit à la fin, s'il y a vraiment une grosse différence. Et pour finir, je voulais répondre à la question, est-ce qu'il y a des aliments anti-ballonnement ? Alors, en soi, il n'y a pas vraiment d'aliments anti-ballonnement, mais comme je vous ai dit un peu plus tôt, il y a des aliments qui sont intéressants, comme les aliments qui vont être anisés. Donc tout ce qui est fenouil, graines de fenouil, c'est super intéressant pour faciliter la digestion. Les aliments qui sont intéressants aussi pour
et qui booste la fonction du foie. Donc par exemple tout ce qui est artichaut, radis noir, le pamplemousse aussi c'est intéressant. En fait les aliments qui sont un peu amers, c'est vraiment intéressant parce que ça vient booster le foie et ça vient aider la digestion. Ensuite on a le curcuma qui est pas mal, le curcuma en poudre. Donc à voir aussi selon la tolérance digestive, mais ça peut être intéressant. Les aromates aussi, qui pareil facilitent la digestion. On a les fruits exotiques, ananas, papaye, qui je vous ai dit comportent des enzymes, donc ça vient aussi aider la digestion. Et si vous avez des ballonnements, je vous dirais de faire attention aux légumes fermentés, parce que les légumes fermentés apportent des probiotiques. Donc les probiotiques ce sont des bactéries amies normalement, mais si vous avez déjà un déséquilibre du microbiote de votre flore intestinale, ce qui est souvent le cas, enfin ce qui est un peu la base on va dire lorsque vous avez des ballonnements, il faut mieux dans un premier temps prendre en charge les ballonnements, voir la cause, rééquilibrer le tube digestif avant de manger des légumes fermentés ou de boire du kombucha ou du kéfir. Pour finir, je vous dirais d'intégrer dans votre alimentation des aliments très riches en nutriments qui sont facilement digérés par votre tube digestif, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Donc je pense aux graines germées. Vraiment les plus faciles à faire germer, ce sont les graines d'alfalfa. Le pollen aussi congelé souvent, qui est de meilleure qualité que le pollen qu'on peut trouver séché. Le pollen, alors attention si vous êtes allergique au pollen, toujours en soi, normalement c'est pas incompatible, mais si vous êtes allergique au pollen et que vous voulez quand même manger le pollen, il faut faire attention et commencer par manger 1 grain, 2 grains, et s'il y a 0 réaction, on peut augmenter la dose petit à petit, mais pas commencer directement par une dose normale. Donc le pollen c'est un super aliment qui est très riche en vitamines du groupe B, il y a un peu des ferments lactiques aussi dedans, mais ça, c'est un produit vivant donc, qui est intéressant à prendre en cure, en général 3 semaines, 1 mois. Ensuite, on a l'ortie qui est super en poudre et ou en tisane, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on peut en prendre, dans les deux cas, on peut les prendre ensemble, il n'y a pas de souci. Et déjà, si vous ajoutez des aliments comme ça, qui sont très riches en nutriments, ça aidera aussi votre fonction digestive, parce que souvent, lorsqu'il y a des ballonnements, il y a un peu des carences, ou en tout cas des malabsorptions de certains nutriments. Donc le fait d'apporter des super aliments, alors super aliments parce qu'ils sont très concentrés en nutriments par rapport aux aliments qu'on peut manger habituellement. Donc je vous conseille d'en ajouter dans votre alimentation. Les graines germées, vous pouvez y aller. C'est en général, on prend une pincée ou une cuillère à café, voire une cuillère à soupe par jour ou à chaque repas. Et juste quand même une dernière question, un petit clin d'œil à une abonnée qui me suit sur Instagram, qui me demandait est-ce qu'il y a une solution miracle pour faire disparaître les ballonnements. Alors je crois que vous connaissez déjà la réponse par rapport à tout mon épisode. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas un complément alimentaire, il n'y a pas un aliment. Parce que souvent, on voit ça un peu sur Internet, des articles qui disent 5 aliments anti-ballonnement, 5 compléments anti-ballonnement. Alors, bien sûr, ça aide. Mais comme je le dis, ce qui compte, c'est vraiment de trouver là où les causes pour les prendre en charge. Et on peut bien sûr, en parallèle, calmer donc les ballonnements avec certains compléments, certains aliments. Mais vraiment, ce qui compte, c'est toujours la prise en charge globale. Donc pour récapituler ce qu'on a vu, donc dans un premier temps, on a vu les causes. Elles sont assez nombreuses. Mais pour résumer, donc ce qu'on retrouve souvent en routine, on va dire, ça va être les intolérances alimentaires, les problèmes de transit ralenti, donc soit avec une constipation dont c'est pas vraiment la cause ou parce qu'il y a une hypothyroïdie aussi, le stress, le fait de manger vite, de pas assez mastiquer, ça vraiment c'est souvent une cause qu'on retrouve dans les ballonnements. Ensuite, on a vu les différents compléments alimentaires qui sont efficaces pour calmer les ballonnements. Je vous ai parlé surtout de la gémothérapie, donc figuier, noyer, romarin, le charbon actif qui est bien, les enzymes aussi, et d'autres plantes dont je vous ai parlé. Je vous ai partagé des conseils anti-ballonnement, donc vraiment, le premier conseil à retenir, c'est la mastication. J'ai répondu à quelques questions qu'on m'a posées sur les ballonnements. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix et à venir aussi me partager sur Instagram tes questions si tu en as, tes retours d'expérience. Je serais ravie vraiment de les lire. Et si tu veux en savoir plus sur les troubles digestifs, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram sur mon compte Manger pour vivre. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Je te remercie sincèrement pour ton écoute et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans ton ventre.